Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur la TFM pour cette édition. À la une ce soir, Dakar patauge. La capitale est envahie de toutes parts par les eaux de pluie. Gros problème de mobilité pour certains. Dalifort, Diamaguène, Rufisque, toutes ces localités sont touchées par les inondations. Des populations sont même sorties pour manifester leur colère. Caution pour les élections locales de janvier 2022. Les acteurs politiques ne s'entendent pas sur le montant. L'opposition et les non-alignés jugent exorbitants les 40 millions de francs proposés par la majorité. À la une également, dans le cadre de ces élections, le président de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, demande aux différentes parties prenantes d'attendre la période contentieuse pour mettre fin à la polémique sur la délivrance des certificats de résidence. Les insuffisants rénaux devront prendre une 3e dose du vaccin contre le Covid-19. Le chef du service de néphrologie de l'hôpital Le Dantec l'a dit ce matin. Il est revenu sur les dispositifs mis en place pour mieux protéger les patients. Retour au royaume d'enfance dans ce journal avec le Kassak, ces fameux chants et danses traditionnelles qui accompagnent la circoncision, une pratique ô combien importante et pourtant qui disparaît petit à petit. Et puis un peu de sport avec la Coupe du monde de beach soccer en Russie. Pour son premier match, le Sénégal a battu l'Uruguay par 6-1. Bienvenue dans ce journal. Merci de nous choisir. Depuis environ une semaine, il pleut presque tous les jours à Dakar. Une énorme quantité d'eau avec son lot de désagréments. Ce vendredi, par exemple, beaucoup ont eu du mal à mener leurs activités. À Diamaguène Sicap Mbao, des jeunes ont barré la route nationale numéro 1 pour manifester leur colère. Un collectif sur place exige des autorités un règlement définitif du problème des inondations. Le reportage de Marcel Farba-Maroun et Marjeng. Une route nationale où il est quasiment impossible d'évoluer. Des populations évitant les eaux ou pataugeant même dans des flaques pour aller mener leurs activités. Tel est le scénario qu'il nous est donné de constater dans une bonne partie de la banlieue dakaroise qui, à l'instar de plusieurs autres coins de la capitale, a subi de plein fouet les fortes pluies s'étant abattues ces dernières 48 heures. Nous interpellons le président Macky Sall. Nous voulons une solution définitive. Que les autorités viennent revoir les systèmes d'assainissement, les canaux. Comme ça, après chaque pluie, l'eau partira. À chaque fois qu'il pleut, on nous amène des motopompes, ensuite on oublie l'année passée. Ça reprend. Ce n'est pas ça la solution. Nous voulons qu'elle soit définitive au niveau de Diamaguène, Sicap Mbao, Tivaouane et Diacksao. Pour nous rendre à l'intérieur des quartiers de Diamaguène, ce fut la croix et la bannière. Maisons, routes, centres de santé et même cimetières. Difficile de passer dans un endroit sans y rencontrer des flaques, parfois semblables à des étendues d'eau. Ce n'est qu'un problème d'assainissement, c'est-à-dire que tout a été réalisé en termes d'infrastructures, sauf ça. Et quand les infrastructures évoluent, il faut que le reste suive. Il appartient aux autorités d'évaluer les difficultés des populations. Si elles sont capables de les résoudre, tant mieux. À Diamaguène, il y a des députés, il y a des maires qui porteront le combat. À chaque hivernage, Dakar et sa banlieue connaissent un risque majeur lié aux inondations. Pourtant, depuis des années, d'importants projets sont annoncés pour prévenir ce risque et réduire ses impacts. En septembre 2020, par exemple, 30 milliards de francs CFA avaient été annoncés par le président Macky Sall pour financer la gestion des inondations. Les habitants de Yeumbeul, route de Boune, ont également manifesté leur ras-le-bol. Leurs habitations sont entourées par les eaux. Et comme vous pouvez le constater sur ces images, le terrain de Médinatoul, un des sites a été submergé par les eaux qui se retrouvent jusque dans les maisons. Dalifort n'est pas non plus épargné par les inondations. Les quartiers qui n'ont pas bénéficié du réseau d'assainissement du plan décennal de lutte contre les inondations sont sous les eaux. Le maire Mamadou Meng et ses équipes se sont rendus sur place pour essayer de soulager les populations. Le reportage d'Al-Hassan Ba et Pape Sangone Mbaye. Il n'a que ses yeux pour constater les dégâts. Toute la boutique de dames est inondée. Même daaw nii la
J'ai perdu beaucoup de mes produits. Vraiment, c'est compliqué. Vous avez vu, même les voisins vivent la même situation. L'équipe municipale, à la tête le maire Mahmoud Meng, s'est déployée dans les quartiers les plus impactés, Touba Seras, Dego et Mor Matissar. Là où il n'y a pas de réseau pluvial, là on a constaté de sérieux problèmes. Mais bon, avec les moyens du bord, on est en train de faire. Heureusement, on a pris les devants. Les rues en général qui recevaient l'eau, on a drainé. Certaines situations très difficiles sont souvent l'œuvre des populations qui n'entretiennent pas comme il le faut les ouvrages. On ne peut pas concevoir que l'État investit beaucoup de milliards pour la population et que si les conséquences tombent, sont les premiers concernés. Mais c'est eux-mêmes qui bouchent les caniveaux en y versant des gravats ainsi de suite. C'est un problème que nous déplorons. Heureusement, on a un projet avec le Promoville qui va nous permettre de paver au moins 2 km. Faire un ouvrage, c'est bon, mais le suivi est meilleur. Il faut qu'il y ait un suivi. Mais malheureusement, le Sénégal ne fait pas de suivi. Ils travaillent et ils s'en vont. Parce que le rigole que vous voyez là, le couvercle a été volé. J'ai déclaré ça à l'ONAS. Ils m'ont envoyé un jeune que j'ai montré. Il m'a dit qu'on va faire ça. Ça fait 1 an et demi. Jusqu'à présent, ils ne sont pas venus. Les dernières pluies qui se sont abattues dans la capitale n'ont épargné aucun quartier. Ici, à Dalifort, l'équipe municipale s'est déployée sur le terrain pour essayer de soulager les populations. Nous restons dans la région de Dakar, précisément à Rufisque. C'est le même scénario et spécialement dans les nouvelles cités. Les eaux de pluie ont envahi ces quartiers et les résidents pointent du doigt le défaut d'assainissement. Le président du conseil départemental de Rufisque veut un plan spécial à l'instar de Keur Massar. Abdou Diouf Diagne, Ahmadou Bamba Samb. Médina Zak, quartier Khalifa Ababakar Sy, Babou Salam, Capec, la situation est alarmante dans ces nouvelles cités. Devantures de maisons, axes principaux et routes sont colonisées par les eaux de pluie. Un vrai calvaire pour les résidents. En tout cas, il y a certaines maisons où l'eau est entrée même dans les chambres. Il y en a d'autres que l'eau est au début ou bien devant les portes. Mais malheureusement, c'est un problème d'accès. Parce que pour sortir de la cité, il y a problème. Pour entrer dans la cité, il y a problème. Et je crois bien que vous l'avez vécu, nous tous nous l'avons vécu aujourd'hui. Pour témoigner sa compassion à ces populations qui vivent des moments difficiles, le président du conseil départemental a mis à leur disposition 9 motopompes. Souleymane Ndoye demande un plan Marshall pour régler définitivement ce problème. Nous avons eu à tenir une réunion avec l'ensemble de ces collectifs, avec le directeur général de l'Office national d'assainissement du Sénégal, pour qu'il y ait quand même un plan Marshall dans ces zones concertées. Il a été retenu que le 27 août, nous tiendrons une réunion au niveau de la commune de Rufisque-Ouest. Le maire a été informé de cette décision. Et qu'ensemble, nous allons réfléchir pour mettre sur pied une équipe qui travaillera sur un mémorandum pour cerner l'ensemble des problèmes liés à ces quartiers, à ces cités nouvelles. Les populations de ces nouvelles cités ont porté d'autres doléances comme l'éclairage public et la réfection des voiries. Pafara Nying est à Pikine Guinaw Rail. Bonsoir Pafara. Pafara Nying. Bonsoir Nata. Alors Pafara, décrivez-nous un peu la situation sur place. Guinaw Rail sous les eaux Nata. Depuis hier, donc, les pluies qui sont abattues au Sénégal. Donc on fait beaucoup de dégâts. On peut dire à Guinaw Rail. C'est même une grande maison qui se trouve à côté donc, du tunnel de Guinaw Rail. Le tunnel sous de terre. C'est le terrain express régional. Donc on peut dire que la famille s'est réveillée. Donc toute la nuit, la famille a éveillé. Donc un pan donc, du mur s'est tapeté. Vous le voyez comme ça donc, sur les images. Mais comme ça, c'est partout au Guinaw Rail, au niveau de Aïnoumanti. Donc les eaux ont envahi. Pafara. Les jeunes de Harlem 4. Pafara, nous avons un petit souci de réception. Alors si vous avez des écouteurs, est-ce que vous pouvez les enlever ou vous déplacer? Oui, Pafara. On a du mal à vous entendre. Si vous avez des écouteurs, vous pouvez les enlever. Ok, Nata. On
peut dire que Guinaw Rail est sous les eaux depuis hier, donc nuit. Il y a une grande maison qui se trouve à côté de la grande mosquée. C'est arrêté. Donc on peut dire qu'actuellement, beaucoup de quartiers donc, sont sous les eaux. De même qu'à T56, mais aussi au niveau de quartier Mbagnick Sek, les jeunes ont passé toute la nuit donc pour pomper les eaux, mais aussi le tunnel qui se trouve au niveau donc du terre pour permettre d'entrer et de sortir de Guinaw Rail et aussi englouti par les eaux. Actuellement, il y a problème parce que la route donc pavée qui se trouve au niveau de Guinaw Rail n'est pas achevée. C'est pour cela que donc les eaux il y a problème d'évacuation ici à Guinaw Rail. Les gens ont du mal, beaucoup de difficultés pour sortir ou entrer à Guinaw Rail. Merci beaucoup. C'était Pape Faraning en direct de Pikine Guinaw Rail. Quelques soucis avec la liaison, mais retenez que des bâtiments se sont effondrés et plusieurs rues sont sous les eaux, comme vous l'avez constaté sur ces images. La pluie a également fait des dégâts dans d'autres localités du pays. Nous aurons certainement des images d'ici demain avec nos différents correspondants. L'amélioration du cadre de vie des populations est une des missions de Promoville, programme de modernisation des villes. À Kédougou, les travaux tardent à démarrer 2 mois après le lancement officiel par le président de la République Macky Sall en tournée dans cette zone. La société civile y voit encore une fois un manque de suivi de la part de l'État. La correspondance de Ibrahima Djebakhati. 2 mois après le lancement officiel des travaux du programme de modernisation des villes de Kédougou par le chef de l'État, l'heure est toujours dans l'attente du démarrage effectif des chantiers. Tous les engins mobilisés à cet effet ont subitement changé de direction, ce qui n'est pas du goût du président du comité pour la réalisation du Promoville de Kédougou. Vraiment, c'est un regret. Parce qu'on aurait dû vraiment nous donner de l'espoir avec le lancement du Promoville. Mais c'est une déception parce qu'on s'est rendu compte que le président n'a fait qu'un lancement et à l'heure où nous sommes désolés. Vraiment, nous regrettons même ce comportement des autorités à notre égard. Nous sommes déçus, vraiment, nous sommes déçus. C'est le même sentiment qui anime aussi le coordonnateur du Forum civil à Kédougou qui en appelle à beaucoup plus de suivi dans les projets et programmes de l'État. Bon, c'est suffisamment regrettable parce qu'en réalité, c'est la raison pour laquelle peut-être qu'il y a un déphasage entre les populations et quelquefois les politiques. On se dit en réalité, il faudrait que les gens fassent plus preuve de sérieux. Malheureusement, on se rend compte que juste après le départ du président de la République, tous ces engins sont allés à une destination inconnue. Des sources proches des services techniques révèlent des problèmes de procédure qui seraient à l'origine de cette lenteur notée dans le démarrage effectif du Promoville de Kédougou qui pourrait avoir lieu en janvier 2022. L'actualité politique à présent, l'opposition juge trop élevé les 40 millions de francs CFA proposés par la majorité en guise de caution pour les élections locales de 2022. 20 millions pour chaque type d'élection. Une rencontre d'échange s'est tenue ce matin entre le ministère de l'Intérieur et les partis politiques, mais pas de consensus. Les détails avec Mamadou Fall et Amadouba. Les 22 intervenants qui étaient dans la salle, il n'y a que la majorité qui a proposé 40 millions. 40 millions comme caution pour les élections municipales et départementales dépassent l'entendement selon une partie de l'opposition sénégalaise. Les propositions de la majorité présidentielle sont sans fondement. Les arguments avancés ne tiennent pas la route. La floraison de listes découle des divergences internes de la paire et de Benno. Donc cet argument ne tient pas la route. Cela dénote par ailleurs l'état d'esprit de nos vis-à-vis du pouvoir et le rapport par rapport à la démocratie. Parce qu'au-delà du montant de la caution, au-delà de la contingence économique que certains ont convoqué aujourd'hui, il est question de préserver un principe sacro-saint en démocratie, à savoir la liberté de candidature. Pour ces élections, l'État doit tout faire pour éviter tout sabotage comme celui noté en 2014. Il est donc raisonnable de fixer la caution à une vingtaine de millions. Éviter également les sabotages pour ne pas que des gens s'amusent à proposer des candidatures fantoches, rien que pour faire en sorte que les élections ne soient pas bien organisées. Nous avons demandé et proposé, comme nous l'avions déjà fait lors du dialogue, au gouvernement de fixer la caution à 20 millions pour chaque type de scrutin. Pas oublier que c'est
une caution qui est versée. Si on est conscient de sa représentativité, je pense qu'il doit y avoir moins de problèmes. Parce que, quand même, les élections, ce n'est pas une mince affaire. Pour cette fois, la concertation ou les débats entre partis politiques se sont déroulés à huis clos. Aucun journaliste n'est autorisé à rester dans la salle. Pour l'opposition, le pilier de la décentralisation a perdu tout son sens. Mais la majorité, elle, maintient sa position. L'organisation des élections dépend du nombre de participants. En prélude à ces élections, la délivrance des certificats de résidence a créé une polémique qui ne finit pas. Le président de la Sénat, Commission électorale nationale autonome, invite les partis concernés à attendre la période contentieuse pour saisir les juridictions compétentes. Doudou Ndir effectuait une tournée dans des commissions administratives à Dakar, Pikine, Rufisque, Yeumbeul. Le voici au micro de Maud Diop. Dans d'autres commissions administratives, les problèmes s'exacerbent, je dois dire, parce qu'au niveau de Pikine et au niveau de Yeumbeul, on a eu vent de certaines pratiques qui ne sont pas véritablement de nature à nous rassurer et qui mettent en scène des divergences de points de vue, de compréhension de la nature du certificat de résidence, des compréhensions par rapport à la personnalité qui doit le signer, des incompréhensions aussi par rapport au certificat de domicile. Est-ce que les mentions du certificat de domicile sont conformes aux mentions du certificat de résidence? D'autres problèmes de rétention, même de discrimination dans la distribution des certificats de résidence. Et ce sont véritablement des problèmes qui peuvent nous inquiéter, mais je pense qu'il y a des périodes qui sont ouvertes, des périodes contentieuses qui sont ouvertes et qui permettront peut-être éventuellement à ceux qui sont sur les listes électorales de porter des contestations devant les juridictions. Les étudiants de la promotion 5 de l'Université virtuelle du Sénégal disent non à l'appel à candidature pour une admission en master au titre de l'année 2020-2021. Cette décision des autorités de l'enseignement supérieur risque selon eux de sacrifier 2000 étudiants. Ils exigent le master pour chaque étudiant ayant rempli les conditions posées par les textes. Mamadou Diallo, porte-parole de ces étudiants, est interrogé par Ibrahim Akal. Nous, étudiants de la promotion 5 de l'Université virtuelle du Sénégal, par le biais de notre représentation, soulignons ce qui suit. Suite à la réception du communiqué numéro 01614 UVS DERI, DB du 6 août 2021 portant lancement de l'appel à candidature pour une admission en master au titre de l'année académique 2020-2021 pour les étudiants de la promotion 5, nous condamnons fermement cette décision car l'administration ne respecte pas les textes. D'abord la loi de 2011. La loi 2011-05 du 30 mars 2011 prévoit que tout étudiant qui a rempli les conditions, les 180 crédits, doit pouvoir être sélectionné en master. Les critères sont bien définis. On a dit 11 pour certains masters et 12 pour certains masters. Maintenant, nous, étudiants de l'UVS, on a rempli ces conditions, mais on a vu une chose anormale. Dans le communiqué, il a été clairement dit qu'on peut remplir les conditions sans pour autant être sélectionné. Et cela, nous le déplorons. Et nous condamnons fermement ces décisions-là. Et nous demandons aussi que l'UVS ouvre, comme toutes les autres universités du Sénégal, un master pro et un master recherche, comme ça à l'UCAD, à l'UGB. Nous, étudiants de l'UVS, nous sommes aussi une université publique au même titre que les autres universités publiques du Sénégal. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous demandons. Et nous exigeons de l'administration qu'il nous respecte et qu'il commence à respecter cette demande-là. S'il ne le fait pas, nous allons passer à la vitesse supérieure. Et passer à la vitesse supérieure, c'est clair. Nous allons descendre sur le terrain, fermer les yeux, bloquer le système. On l'a fait en 2018, on l'a réussi avec les étudiants de la promotion 2. Donc nous savons nettement ce que nous devons faire. Et on ne peut pas accepter d'être sacrifié. Il est temps qu'on nous respecte. Il est temps qu'on passe à la vitesse supérieure. Et je vous le dis, je vous rassure qu'on a les moyens. Et nous allons le faire. Inch'Allah, si l'administration ne revient pas sur sa décision.
Nous ouvrons la page santé de ce journal avec cette interrogation. Devrait-on administrer une troisième dose du vaccin contre le Covid-19 aux insuffisants rénaux? Oui, selon le chef du service néphrologie de l'hôpital Aristide Le Dantec, le professeur El Hadj Farika assure n'avoir noté aucun effet secondaire sur les patients vaccinés. Parallèlement, son service a mis en place une unité spéciale de prise en charge depuis le début de la pandémie. Sur les 90 patients testés positifs au Covid-19, 21 ont malheureusement perdu la vie. Le professeur El Hadj Farika s'exprimait lors du point du jour de ce matin. La particularité de la Covid-19 chez les patients porteurs de maladies rénales chroniques, de manière générale, et chez les hémodialysés de manière particulière, c'est de faire des formes graves. Et qui dit forme grave dit beaucoup plus d'hospitalisation en milieu de réanimation, donc la saturation des services de réanimation, et surtout une lourde mortalité hospitalière. Pendant la pandémie, pendant la première vague, 345 patients hémodialysés chroniques entre Dakar, Ziguinchor et Thiès. Parmi ces 345, 109 ont eu des tests PCR. Et parmi ces 109, 11%, presque 12% avaient développé la Covid-19. Donc vous voyez, c'est extrêmement important. Le taux de positivité est autour de 12%. La Covid grave peut induire également une insuffisance rénale aiguë chez des patients qui n'avaient aucune atteinte rénale au préalable. C'est ainsi qu'au 14 août 2021, 417 séances d'hémodialyse ont été réalisées dans l'unité pour 90 patients, parmi lesquels malheureusement nous avons eu à déplorer 21 décès. Donc vous avez le taux de mortalité autour de 10%. C'est énorme. Donc parmi ces patients décédés, 10 avaient une insuffisance rénale aiguë. Donc ce sont des patients qui ont une forme grave de Covid, qui ont ensuite développé une insuffisance rénale aiguë et qui sont décédés. Et les 11 autres, c'était des patients suivis pour insuffisance rénale chronique qui ont fait une forme grave de Covid et qui sont décédés. La vaccination est très bien tolérée. Nous sommes bien placés pour le dire parce que sur 516 patients chroniques hémodialysés à Dakar, au moins 347, donc soit les 70% ont déjà bénéficié au moins d'une dose de vaccination. Et parmi ces 347 déjà vaccinés, nous n'avons noté aucun effet secondaire grave. Et sachez que la courbe de contamination continue de baisser, ce qui est plutôt rassurant. Sur les 2972 tests effectués, les 187 sont positifs, soit un taux de positivité de 6,29%. 7 nouveaux décès ont été recensés dans le dernier bilan. Le nombre de malades dans un état grave est de 49 et 587 patients sont déclarés guéris. Le département de Mbour ne dispose pas d'un CTE, un centre de traitement des épidémies, d'où une alerte de mouvements citoyens de la zone. Ils estiment que les malades du Covid-19 du département ont les mêmes urgences que ceux des autres localités. Ces mouvements exigent l'érection d'un hôpital de niveau 3. Le reportage sur place d'Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Le Covid-19 prend de l'ampleur dans le département de Mbour, mais le plus grand hôpital de la localité n'a pas de centre de traitement épidémiologique. Avec l'ampleur de la maladie, Mbour mérite d'avoir un CTE. Imaginez une petite salle d'urgence, on regroupe les malades du Covid et d'autres malades. Certains risquent d'avoir une infection, d'autres même être contaminés. Il faut avoir une infection, avoir le Covid. Il profite aussi de la population. J'invite les Sénégalais à prendre beaucoup plus de précautions par rapport à cette maladie. Elle existe. Ces Mbourois dénoncent le plateau technique de l'hôpital de Mbour. Ils veulent une infrastructure sanitaire de niveau 3. Mbour mérite d'avoir un hôpital de niveau 3. Imaginez tous les riverains du département où même s'il y a des accidents, les gens ils viennent ici à l'hôpital de Grand-Bourg alors que le plateau technique laisse à désirer. Je pense que le ministre de la Santé avait promis de réaliser. Et toutes nos excuses pour cet élément. La pandémie a fini de mettre à nu tous les dysfonctionnements dans le système de santé au Sénégal, à commencer par les infrastructures. Exemple avec le poste de santé de Tiofak dans la commune de Kaolack. L'établissement très dégradé n'a pas de mur de clôture. Les évacuations se font parfois à l'aide de taxis et ce sont souvent de bonne volonté ou les habitants qui participent aux travaux de rafistolage. Le cri du cœur des agents de santé dans ce reportage de Pambay Diao et Faligay. Un bâtiment vétuste avec seulement 3 salles,
Des lits d'hospitalisation pas commodes, c'est le décor sombre du poste de santé de Tiofak. Cet édifice qui offre des soins à plus de 1000 âmes et selon les agents de santé dans un état de délabrement très avancé. La matrone explique leur calvaire. Ce poste de santé n'existe que de nom. C'est difficile. Il n'y a pas de mur de clôture, pas suffisamment de salles, encore moins de lits pour les hospitalisations. Des fois, on est obligé d'installer les malades ici sur des nattes pour les soigner. La plupart du temps, ce sont les taxis qui assurent les évacuations sanitaires. Les évacuations, il faut aller chercher un taxi. C'est l'ambulance du district sanitaire de Kaolack qui prend en charge ces évacuations, mais il n'est pas tout le temps disponible. Pour les travaux de rafistolage, il faut compter sur les bonnes volontés. Les habitants du quartier s'en désolent. Ce sont les habitants du quartier et les bonnes volontés qui nous aident à faire fonctionner nos postes de santé. Il n'y a rien ici. Nous sollicitons de l'aide auprès des autorités. Les agents du poste de santé de Tiofak recevaient des plaintes du mouvement And Defar Kaolack. Ils sollicitent de l'aide auprès des autorités. La mutuelle de santé des agents de l'État vit une crise sans précédent. Avec ses 45 000 adhérents, elle croule sous le poids de la dette à cause d'une mauvaise gestion selon les membres. Et ce qui constitue une aberration, c'est la mutuelle qui s'est mue en société immobilière avec l'achat de terrains à tout va. Les adhérents veulent que la structure soit mise sous administration provisoire. Fatou Bintou Conté et Gervais Yao ont assisté à la rencontre. La mutuelle d'épargne des agents de l'État vit une crise sans précédent. Destinée à faciliter l'accès aux soins de santé de ses adhérents, cette mutuelle s'est mue en société immobilière. Une course effrénée vers le foncier qui pose problème. Des achats de terrains se multipliant sans aucune cohérence, en contradiction avec les règles qui régissent le fonctionnement des mutuelles. Puis, elle croule sous le poids des dettes. L'accumulation de dettes vis-à-vis des prestataires ne s'expliquant pas si on tient compte de la solvabilité de la MSAE, hors dépenses extraordinaires et non prioritaires. Et la construction d'un siège fait l'objet d'une nébuleuse qui ne dit pas son nom. Construction du siège de la MSAE. Une extension des travaux sur 4 étages plus terrasse d'un montant de 560 354 200 francs CFA a été conclu avec l'accord du bureau exécutif de la MSAE selon le DG DEMAC. Des abus de biens sociaux sont aussi remarqués dans cette mutuelle par le président et ses associés d'une valeur de 28 millions. La somme de 28 534 711 francs de 2017 à juin 2020 a été utilisée pour l'entretien et la réparation des véhicules personnels du président, du secrétaire général et du trésorier général de la MSAE. Face à cette gestion opaque, le conseil d'administration, le bureau exécutif et les adhérents s'envoient des plaintes. Le bureau exécutif, démis de ses fonctions par le CA extraordinaire, a assigné le comité en justice pour un détournement supposé de 300 millions de francs CFA. Le comité ad hoc a interjeté appel et l'affaire est pendante au tribunal de grande instance de Dakar. Le collectif d'adhérents a aussi porté plainte contre le président de la mutuelle auprès du procureur général. Cette situation amène les adhérents à demander la mise sous administration provisoire de la mutuelle en attendant des décisions de justice. Une note culture dans ce journal et on s'intéresse au Kassak, un des points fondamentaux de la circoncision, une tradition autour de la danse, de la chanson, les contes, les devinettes et la communication, une pratique culturelle qui permet aux garçons de préparer sa transition à l'âge adulte. Mais au fil des années, le Kassak est délaissé au profit de la modernité, même si certains tentent de sauvegarder cet héritage. Retour au royaume d'enfance avec Ibou Diouf et Sidi Thiam. Tout en cérémonial autour de cette activité, le Kassak est une sorte de consécration placée sous des airs festifs. Il intervient durant la période de la circoncision, qui marque aussi le passage de l'enfant dans le monde adulte. De nos jours, on voit de moins en moins de Kassak car les parents ont tendance à délaisser ces traditions.
Les conséquences sont là, perceptibles. On voit des agressions, des mensonges, de la trahison, des cas de vol. Les enfants étaient préparés à éviter ces antivaleurs. Le Kassak est caractérisé par des chansons entonnées en l'honneur des circoncis. Toutefois, cette pratique tend de nos jours à disparaître du fait de l'influence de la modernité. À travers les Kassaks, on apprenait aux enfants le courage, la persévérance, mais surtout le respect des anciens. Ces jeunes étaient formés à bien vivre dans la communauté. Ces initiatives sont à encourager. Les enfants doivent connaître leurs traditions. Et le Kassak est un bon moyen pour vulgariser le savoir-vivre, mais également le savoir-être ancestral. Le tout autour de la bravoure. Au menu du Kassak, des séances de contes, devinettes, chants et danses. Les enseignements des valeurs cardinales font également partie de l'initiation, un processus de socialisation et d'éducation à valoriser de nos jours. Merci Ibou Diouf pour ces belles images. Coupe du monde de beach soccer en Russie. Les Lions réussissent leur entrée. Le Sénégal a battu à plate couture l'Uruguay 6-1 avec un triplé de Raoul Mendy. Le match s'est joué ce matin à Moscou. Le résumé de Chertidiane Diao. L'affiche a tenu toutes ses promesses, du moins côté sénégalais, malgré l'ouverture très matinale du score des Uruguayens avec Bella qui trempe Sénigaï à la première minute de jeu. Pas le temps de douter pour les Lions du Sénégal. Jean-Nino Mendy remet les Lions à égalité à la 5e minute. C'est le début du festival sénégalais avec d'abord Raoul Mendy qui marque sur pénalty pour permettre aux Lions de passer devant. L'homme du match, c'est bien lui qui s'est offert en triplé. Les deux autres buteurs, Mamour Diagne et Mamadou Sylla, permettent au Sénégal de s'imposer aisément 6-1. De bon augure avant d'affronter l'ogre portugais ce dimanche pour valider la qualification au second tour. Athlétisme à présent, la spécialiste sénégalaise du triple saut, Sali Sarr, termine 8e en finale des championnats du monde d'athlétisme U20 à Nairobi avec un bond de 12,93 m. Elle a mordu 4 fois. Elle avait réalisé 13,6 lors des qualifications, 4e meilleure performance de l'ensemble des deux groupes, améliorant ainsi le record national U20 que détenait Ken Doy en 1997 et qui était de 13,03 m. Médaillée 27 fois dans les petites catégories, la native de Wakam, âgée de 19 ans, a, semble-t-il, les atouts pour arriver sur les marches des podiums mondiaux, notamment aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Avant de nous quitter, sachez que le président Macky Sall dit exprimer son soutien à l'endroit des victimes des inondations. Le président Sall a convoqué ce vendredi au Palais de la République une réunion d'urgence sur la gestion des inondations. Cette rencontre avait pour but d'évaluer les dispositifs de prévention et de gestion des inondations. Malgré les importants moyens déployés, notamment à Keur Massar, des inondations été noté à la suite des fortes précipitations enregistrées ces derniers jours. À cette occasion, le gouvernement a réaffirmé sa volonté de renforcer le mécanisme et aux victimes des inondations, l'État va apporter son soutien et sa solidarité. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur la TFM. Dans quelques instants, la dernière partie de de Soir d'info avec Binta Diallo qui reçoit Abdou Birahim Diop. Quant à moi, je vous retrouve demain 20h. Bonne soirée, au revoir.